Alors, bienvenue dans cette interview spéciale, Vlog Musique Pasca, consacrée aujourd'hui à l'artiste Christophe Orsier, du nom de Chris Orsier, son nom de scène. Et donc, place à l'interview. Bienvenue Chris dans ce Vlog Musique. Yeah. Alors, Merci, d'ailleurs. avec plaisir. Avant tout. Et donc, j'avais une première question. Pourquoi choisir ce nom Chris Orsier? Alors, j'ai fait pas mal de scènes ouvertes du côté de Lyon. Et à chaque fois, donc le principe des scènes ouvertes, c'est on arrive, on a 5 minutes pour jouer un morceau, une reprise ou une compo. Pour ce qui est de la musique, on peut faire également des one-man shows, etc. Enfin voilà, du mime, etc. Et on a un passage de 5 minutes. Et lors de ces passages, à chaque fois, j'arrêtais pas, donc je me présentais au départ comme Chris, de Nantes-Sainte. Et souvent, sans m'en rendre compte, en fait, je disais, dans les chansons, souvent je faisais yeah, parce que je suis un fan de rock, de Morrison surtout, de L.A. Woman, ou dans Dernier disque des Doors, dans lequel il arrête pas de dire yeah, yeah, yeah. Et le présentateur de la scène ouverte disait bah écoute, puisque tu n'as pas de nom, Chris, nous allons te baptiser et nous allons t'appeler Yeah. Donc au départ ils m'ont appelé Yeah, et comme mon nom c'est Orsier et que je suis fan de BoJack Horseman, naturellement m'est venue l'idée de Chris Orsier, tout simplement en fait. C'est arrivé comme ça. Ça arrivait naturellement quoi. Et c'est devenu naturellement mon nom de scène quoi. J'avais envie quelque part de m'assumer en tant que Christophe Orsier, mon nom, mais un nom de scène c'est tellement cool quoi. Donc du coup c'était une façon détournée d'utiliser mon nom et de le modifier en nom de scène quoi. Je suis pas si éloigné que ça. Orsier. Oui, va, oui, ça sonne un peu ça tout sonne... comme quoi, un peu de la même manière. Ça sonne en plus américain. Oui, il y a un côté anglo-saxon. Ouais, anglo-saxon ou américain, ouais. Et en même temps, oui, un jeu de mots. Exactement. Des influences. Des influences, qu'elles soient diverses et variées, quoi, que ce soit des influences musicales, puisque le yeah dans le rock, en fait, quand tu réfléchis, on a dans toutes les chansons, quoi. Tous les mecs font yeah, c'est sûr. Yeah, il y a yeah. même un groupe du nom de Yeah Yeah Yes. Yeah, 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 donc, exactement. Donc voilà, naturellement, ça m'est venu, en fait. Alors, j'en viens à la question donc historique, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené à être musicien, à souhaiter jouer dans des groupes peut-être pour démarrer? Alors c'est très... alors le premier, il y a eu 2 événements. Le premier, ça a été la mort de mon père. J'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Et comme disait Lennon, si la musique n'avait pas rencontré ma vie, je pense que je serais devenu un bandit. Donc j'ai eu ce grand malheur, mais derrière le grand bonheur de rentrer dans le monde de la musique. Mon père est mort, j'étais en seconde, et l'année d'après, ils n'ont pas voulu me faire repiquer, ils avaient trop de peine. Donc ils m'ont fait passer en première, et je suis dans ma classe, il y avait 2 mecs qui étaient guitaristes et qui cherchaient un batteur. Et en cours de gym, donc on a sympathisé en cours de biologie, on se marrait bien, c'était cool. Et premier cours de gym, ils me voient arriver en cycliste avec des putains de gros mollets, parce que je faisais du vélo à l'époque. Et ils se sont dit, putain, lui, si on le met à la batterie, ça va être un putain de batteur. Et en fait, je suis rentré dans la musique juste parce que j'avais des gros mollets. C'est génial. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal, quoi. Comme entrée en matière, voilà. En fait, je suis rentré dans ce monde-là parce que j'avais des gros mollets. Et donc, du coup, j'ai adoré. Oui. Et puis, outre cet aspect drôle, très vite, comme je te disais, ça m'a empêché de devenir un bandit. Pourquoi? Parce que face à la vie qui se chamboulait autour de moi, le décès de mon père, j'avais énormément de colère, je comprenais pas pourquoi le cosmos m'envoyait cette épreuve-là, et toute cette colère, il fallait que j'en fasse quelque chose.
et le fait de taper derrière des fûts. En 92, l'année où Grunge arrive, Nirvana arrive, Dave Grohl. Ouais, c'est sûr, là, c'est un morceau. Bah, forcément, putain, la première fois que j'ai vu Smell Like Teen Spirit, j'ai fait, ouais, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est cette liberté-là que je veux, c'est cette folie, c'est cette vérité, c'est cette rage de vivre et d'en faire quelque chose, quoi. Et très naturellement, voilà, ça s'est fait. Et surtout, ça m'a jamais quitté, en fait. Oui, c'est quelque chose. Ça m'a suivi depuis, ça fait 33 ans que je fais ça. Et... 33 ans, l'âge où le Christ voilà. Ouais, donc il m'a fallu 33 ans pour accoucher de ce disque-là, qui est mon disque, en fait, mon disque qui sera ma pierre angulaire, quoi. Il est important, ce disque, pour moi, ouais, parce que c'est le disque de ma renaissance ou de mon éveil, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, chaque artiste a un disque qu'il fait qu'une fois dans sa vie. Oui, je suis bien d'accord. Comme par exemple, moi je suis fan de Robert Wyatt. Rock Bottom, c'est son chef-d'œuvre. Et Robert Wyatt, il fait des tas de disques depuis. Il en a fait avant, il a fait Soft Machine. Mais il y a eu Rock Bottom, quoi. Mais c'est sûr. Et on va pas lui demander. Enfin, la pire des choses, c'est de demander à un artiste, à partir du moment où il a fait une œuvre majeure, son chef-d'œuvre, de lui demander de refaire à chaque fois la même chose. Je me fais, mais merde, arrêtez, quoi. Il l'a fait déjà, c'est bien. Et sortez de cette logique commerciale, respectez simplement le mec et laissez-lui l'amener où il veut nous amener, quoi. Et tant pis s'il refait pas un autre Rock Bottom, putain, il l'a fait, quoi. Et c'est important, quoi. De toute façon, voilà, quoi. Dans l'art, que ce soit dans la musique, dans les tableaux, etc., sûr, les photos, t'as une œuvre qui reste. Oui. Enfin, je veux dire, je suis fan d'Okuzai, t'as la vague. Et j'adore toutes ces estampes, il n'y a pas de souci, je les adore toutes. Mais putain, la vague, quoi. Et c'est ça. Voilà. Et Léonard Vinci, la Joconde. Merci de m'enlever les mots de la bouche, parce que dans plusieurs interviews, plusieurs vidéos, je l'ai dit. C'est vrai, il y a toujours une œuvre majeure. Mais bien sûr. Parce que la personne a mis tout ce qu'elle avait et elle a joué sa vie dedans, quoi. Elle a joué sa vie dedans et forcément, ça ressort. Quand tu es honnête et quand tu mets quand tu es intègre. Quand tu es intègre et que tu mets quand tu mets tout ton courage et toutes tes forces dans la bataille, que les gens en face aiment ou n'aiment pas, ils peuvent que reconnaître que tu t'es donné à fond et que tu as été honnête et le contrat est rempli, en fait. Alors, j'en viens à un parcours créatif. Qu'est-ce que, de fil en aiguille, t'aimerais relater de ton parcours dans des groupes? Peut-être tu as été dans différents groupes. Ouais, pendant des années, donc j'ai joué avec moi. Ces deux mecs là qui m'ont pris en tant que batteur. Donc, le groupe s'appelait Facela, qui a évolué jusqu'à Stress, le dernier disque qu'on a fait en 2003, ouais. 2003, ouais. Ça s'appelait. On a changé de nom et on s'est appelé Stress. Et puis on s'est séparés parce que t'imagines, de 15 ans jusqu'à 27 ans, on a joué plus de 12 ans, ouais, ensemble. Ouais, je crois que même peut-être plus, 15, je crois. Ouais, à peu près. Forcément, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Et puis moi, en plus, j'étais batteur. Donc du coup, il y avait Nathanaël, mon premier, qui est né. Donc je commençais à plus investir ce côté-là de ma vie, quoi, mon côté père. Et puis surtout, comme j'avais été batteur pendant tant d'années, que je les avais vus tous les deux écrire autant de chansons et de chansons magnifiques, et du coup, j'ai eu envie de faire comme eux, quoi. Et puis j'avais des choses à dire, j'avais des choses à exprimer par rapport à ma vie, j'avais envie d'aller au fin fond du truc. Parce que, comme pour en revenir encore à mon père, voilà, c'était un événement majeur de ma vie et j'avais besoin d'exorciser tout ça, en fait, et d'en faire quelque chose de cohérent et qui me correspondait, tout simplement. Donc, du coup, j'ai eu envie de... Donc, il a fallu que je me mette à la guitare. Je suis un petit malin, j'avoue. Plutôt que d'apprendre les trucs chiants de guitare, tu sais, la griffe d'ours, la main de la sorcière, ou je sais pas quoi, c'est un truc chiant. Quand
comme j'étais fan de Led Zepp et que Jimmy Page, ce grand génie flemmard et malin, a utilisé le DAD-GAD, c'est un accordage en Ré, en open tuning en Ré, qui fait que en fait, si tu prends les 3 premières cordes, tu as ton accord et tu utilises les 3 autres en bourdon. Et ce qui fait qu'en fait, tu n'as plus qu'à descendre ta main du manche ou la monter. Et ce qui fait que tu ne changes pas de position. Et que du coup, toute la finesse va être dans la main droite sur la rythmique. Et pour un batteur, c'était logique et c'était naturel. Je ne me voyais pas faire des trucs, des compliqués, des machins. Ça te dépaysait pas, quoi. Ça me dépaysait pas. Et puis, je suis un autodidacte. J'ai appris la batterie moi-même, tout seul, à l'oreille. J'ai jamais eu pris de cours, donc voilà. Donc la guitare, j'ai appris tout seul, comme les gamins aujourd'hui, grâce à Internet et les tutos, tu peux apprendre facilement. Donc j'ai appris comme ça. Pareil pour le piano, les accords renversés pour composer aussi au piano. Et puis surtout, j'ai toujours adoré des instruments un peu bizarres comme le theremin. Voilà. Ah oui, le theremin, c'est connu, ça, oui. L'instrument de Léon Theremin. Bien sûr. Le premier à instrument, distance, c'est ça. Oui, tu approches ta main et selon que tu te rapproches ou que tu t'en éloignes, tu vas avoir un son plus aigu ou grave. Ça, c'est fascinant. Tu rajoutes de la delay dessus, tu te retrouves à faire le chant des baleines que j'adore, qui est très psychédélique, qui est super. Mais totalement. Tu peux quand même arriver à tirer des notes, mais c'est comme si tu prenais une note, tu tires un fil invisible, une note invisible et tu la bouges. Et il y a de la poésie dans ça. Et si tu arrives à associer la musique et la poésie, tu as tout compris en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et c'est d'explorer surtout la matière sonore. C'est un truc, la matière sonore. J'ai beaucoup d'influence dans ce que j'écoute. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et toutes ces années, 33 années à faire de la musique, si j'étais resté en vase clos à toujours écouter la même musique, j'aurais pas fait grand-chose. Justement, c'est un très beau pont avec tes influences. Quelles sont tes influences principales, majeures? Parce que forcément, on a toujours beaucoup d'influences, mais quelles sont vraiment celles qui, pour toi, qui prévalent sur les autres? Alors, j'ai plusieurs écoles. La première école, ça a été le rock psychédélique américain, pour la plupart californien, comme les Doors, et plein de groupes et toute cette scène-là. Ça a été le rock anglais, comme Soft Machine, justement, et Pink Floyd. Ça a été le krautrock, le rock psychédélique allemand des années 70, qui va de Popol Vuh, qui faisait les bandes-sons des films de Werner Herzog, à Kraftwerk, avec au milieu, en axe, ce groupe incroyable, Can, un ovni, qui avait la chance et qui a eu plus que la chance. Ce groupe-là a eu l'intelligence suite à un succès au départ. Ils ont fait des musiques pas de films mais de séries, une série allemande qui a cartonné et du coup avec les royalties ils ont acheté 2 studios en Allemagne. Un en Allemagne et un en France. Je suis con, un à Nice. Et en Allemagne, Düsseldorf, je crois que c'est à Düsseldorf, un ancien cinéma qu'ils ont transformé en local de répète et en studio d'enregistrement. Et leur principe, c'était d'enregistrer toutes les improvisations et de faire des cuts. Et du coup, ils avaient une liberté artistique énorme, incroyable, qui leur permettait de choisir ce qu'ils voulaient faire. Et c'était une liberté absolue. Alors ensuite, il y a ça. J'aime beaucoup le blues malien, comme Boubacar Traoré. Ah oui. Mais j'adore. C'est incroyable. Wally Farka Touré, j'adore. Sûr, du coup, pas très éloigné et en lien, tu as la musique du désert, Tinari Wen, tu as un peu plus en bas Fela. Fela Kuti, de l'afrobeat, alors que moi je fais pas du tout ça comme musique, mais c'est des musiques qui me parlent, le principe de trance, et qui va jusqu'au Pakistan avec Nusrat Fateh Ali Khan. Donc tu vois, c'est des trucs que j'écoute qui sont variés. Alors c'est vrai que j'écoute essentiellement, comme dirait mon fils Gabriel, de la musique de mort, c'est-à-dire que des gens des années 70 qui sont morts, le dernier Ozzy, tu vois, il y a 2 jours, quoi. Et donc du coup, alors j'écoute quand même de la musique, alors musique moderne,
J'aime bien tout ce qui est un petit peu électro ou chill, que ce soit des groupes comme un mec comme Skin Shape, Men I Trust, des trucs comme ça. Archive peut-être. Archive, ouais, j'adore. Archive, oui, je sais Archive, pas comment ça se oui, je prononce. suis allé les voir en concert, en plus j'avais adoré. Ouais, donc voilà, j'écoute de tout et je me mets pas de barrière en fait. À partir du moment où la musique me fait vibrer, j'adore. Parce que c'est pour ça que je fais de la musique. En fait, je fais de la musique pour rendre ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire que toute la musique que j'écoute, à chaque fois, elle m'a fait vibrer. C'est-à-dire à chaque fois, j'ai une espèce à chaque fois, il me faut un morceau, une porte d'entrée en fait. Un morceau qui va me faire ah ouais. Une sorte de tilt. Ouais, de tilt, qui va me donner envie de découvrir l'œuvre de l'artiste dans son intégralité et de plonger dedans. Ah, Et par extension, oui. comme la logique actuelle des musiques par algorithme, tu découvres Oui. d'autres trucs à côté Et qui oui. se ressemblent. Puis- Et petit à petit, tu t'en éloignes et tu découvres. En fait. Et puis tu découvres aussi les influences des influences. Ouais, exactement. Et ce qui fait que etc. ça t'enrichit, quoi. Et voilà. Et effectivement, puisque je chante en français, j'ai décidé de chanter en français. Pourquoi? Alors, il y a une seule chanson de mon disque qui est en anglais, mais sinon, tout le reste est en français. Pourquoi? Bah, parce que je vis en français, je pleure en français, je crie en français, je chie en français. Et donc, du coup, bah, forcément, il faut que ça sorte en français. C'est juste parce que c'est naturel, en Ça me fait. rappelle Jean-Louis Murat qui disait en interview qu'il trouvait que tous ceux qui chantent en anglais, ah bah c'est un peu quelque part des poules mouillées. Il n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait un peu dire ça. Sans aller jusque-là, il y a une espèce de facilité. La langue anglaise, elle est beaucoup plus sonore. The way you walk, the way you talk. C'est Enfin, je veux dire, mouillé, c'est les facile, sonorités sont et puis mouillées. je claque. Oui, puis Le ça, français demande ça une coule autre approche. peut-être que l'anglais il coule, il y a une Ouais. fluidité. Oui. Alors que le français, Et ben, le français, il va falloir que tu sois plus malin et que tu axes plus sur la formule, les images, le débit. la poésie. La poésie, exactement, qui est une tradition en fait, hein, depuis, enfin je veux dire les poètes Rimbaud, maudits, Rimbaud, Verlaine, Verlaine, oui. oui bien sûr, je suis accro à la poésie. Et mon principe de vie, c'est de trouver la poésie au quotidien, quoi, pour s'évader de ce monde anxiogène. Donc forcément, moi, tout ce qui est lié à la poésie, qu'elle soit directement dans la musique ou qu'elle soit dans n'importe quel art, moi, ça va me parler, je vais vouloir forcément me diriger vers ça. Donc en français, bah, il y a les classiques, hein, Brassens, Brel. Qui était belge en plus, Brel. Bien sûr, Donc, bien sûr. On dit toujours, dans les Français on le cite, mais en fait Français il est belge. francophone en fait. Francophone, Exactement, hein, voilà. exactement. De la même manière, Stromae pour les plus modernes. Stromae, oui, Exactement. tout à fait. Bien Et, influencé par Brel d'ailleurs. Bah oui, effectivement. Entre Brel, bah tu vois, Stromae c'est génial parce que c'est le grand écart parfait entre Brel et Kraftwerk. Il a réussi à faire le lien entre les deux, ce qui est complètement fou, comme quoi tout est possible. Oui, entre une La musique musique, électro. ça doit être de la bouillabaisse, c'est-à-dire tu prends toutes tes influences et tu les mélanges et tu vas te l'approprier et ça Eh va ben, faire ce que tu es toi en fait. Justement, on en vient à ton album Convalescence, album qui sort prochainement. Ouais, dès qu'il sortira, là je l'envoie en mastering et d'ici, je pense que d'ici 2 mois, ouais, grosso modo pour la rentrée, il devrait être. En tout cas, voilà, d'ici. Je le mettrai sur les plateformes. Tout à fait. Et donc, cet album pour toi, il a vraiment une signification très particulière. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots? Ouais, bah, j'ai été l'an dernier, j'ai été opéré pour la 2e fois de mes hanches. J'ai une maladie génétique, une coxarthrose bilatérale, qui fait qu'en fait, quand tu as 20 ans, tu as les hanches de quelqu'un de 40, et quand tu en as 40, tu as les hanches d'un papy de 80. Ce qui fait que c'est très invalidant. Il y a d'énormes douleurs, évidemment. Et puis surtout, quand tu es batteur, tu peux plus rien faire, quoi. Et ça, c'est... Et puis surtout, ces douleurs, en fait... Non seulement j'ai une douleur physique liée à ça pendant toutes ces années où mon corps et mes hanches se détérioraient, la douleur psychologique liée à la mort de mon père. Il m'a fallu ces 33 ans, un cycle lunaire et solaire, pour enfin régler ce problème de ma vie
et passer à autre chose et me trouver moi et aujourd'hui incarner ma vie. Et du coup, comme j'ai profité, en fait, j'avais toutes ces chansons qui me sont venues justement de. Tout à l'heure, je parlais des scènes ouvertes que j'ai faites. Dans la plupart des scènes ouvertes que je faisais, il y en avait une notamment qui imposait des thèmes à chaque fois. Et donc, du coup, il y a plusieurs chansons que j'ai écrites pour ces scènes ouvertes, comme Demain, comme Merci, et qui viennent de là, et qui du coup je me suis dit bah tiens, au bout d'un moment j'ai eu plein de chansons, et puis ça m'a aidé à écrire en fait, d'avoir des thèmes qui étaient imposés, ça m'a aidé à écrire, et du coup au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça allait tous dans le même sens, dans le sens de la convalescence, c'est-à-dire le mot convalescence c'est quelque chose d'important, c'est une période de transition d'une maladie, un retour à la santé. Et pour moi, le fait de ne plus avoir ces douleurs physiques, ça m'a permis de pouvoir enfin finir de passer, d'estomper toutes ces douleurs qui étaient liées à la mort de mon père en fait. Et du coup, à travers ce disque, autour de la convalescence et de l'éveil en fait, m'a permis de régler tout ce pan-là de ma vie et d'incarner ma vie et enfin de pouvoir passer à autre chose. Maintenant que je l'ai fait, je pourrais enfin passer à autre chose. Alors j'imagine que pour cet album, il y a eu un processus de création. Parce que pour tout album, il y a toujours on va dire, la petite idée d'une chanson, puis 2 chansons, puis 3 chansons, puis après, il y a une forme de cohérence ou pas, ça dépend des albums. Dans le tien, est-ce que tu dirais qu'il y a ce processus de création en fait? Oui, déjà temporel. Oui. Temporel, je me suis fait opérer et ensuite j'étais en convalescence, justement. Et j'ai profité de cette convalescence et ensuite du mi-temps thérapeutique quand j'ai repris mon boulot à la mine. J'en ai profité justement de cette période pour enregistrer mon disque, puisque c'était ma période de convalescence. Il me semblait normal de le faire. Donc déjà ça. Et il y avait une direction, c'est-à-dire que je devais explorer un peu tous les sentiments et toutes les histoires de ma vie. Mon disque devait commencer par Merci. C'est clair et net. Le premier disque, c'était Merci. Parce que si tu veux accéder à la paix, si tu veux trouver la paix dans ta vie, ça passe par le pardon et donc par le merci, la reconnaissance. C'est-à-dire que je devais arriver à pardonner. Et pour ça, il fallait que j'arrive à dire merci. Merci pour toutes les choses qui en fait m'étaient arrivées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit les choses simples du quotidien ou tous les événements durs de ma vie. À partir du moment où tu arrives à dire merci, ça veut dire que tu reconnais que quelle que soit la douleur que tu as pu recevoir au moment où tu as vécu ces événements de ta vie, eh ben ça t'a amené quelque part. C'est pas arrivé par raison et ça te met dans une trajectoire. Donc il fallait que le premier morceau ce soit Merci, qui aille jusqu'à Demain, l'avant-dernier morceau, qui est un espoir. Et tu ne seras jamais, pour enlever tout ce que je ne veux pas être dans ma vie, afin de pouvoir incarner pleinement ma vie d'être humain, quoi, qui doit être chargée de sens, parce qu'une vie sans sens, c'est une vie vide et désincarnée, il n'en est hors question, en fait, pour moi en tout cas. En tout cas, cet album fait sens. Et quel a été, comment dire, son processus de création, c'est-à-dire techniquement parlant, comment tu as géré, parce que tu joues de tous les instruments, tu chantes, tu produis ton album, donc quelque part il y a une sorte d'autarcie musicale. Plus d'autarcie, je dirais plutôt autonomie, une volonté d'autonomie en fait. Comme quand tu vises l'autonomie, qu'elle soit alimentaire, quand tu es à la campagne et tout. Et justement, je l'ai enregistré quand j'étais derrière une forêt à la campagne, où j'étais justement dans cette logique-là. D'un côté, tout ce processus, toute cette volonté d'être le plus autonome possible à travers un jardin, etc. etc. Et de l'autre côté, fuir la ville, où j'avais tous ces souvenirs qui étaient tous ces fantômes du passé qui me pesaient. Retour à la nature pour faire ce travail d'introspection nécessaire pour l'éveil,
et qui m'a permis aujourd'hui de faire non seulement la paix avec tous mes fantômes du passé, tous les fantômes du passé, de régler toutes les histoires afin de pouvoir vivre la vie, afin de pouvoir vivre pleinement la vie que je mène aujourd'hui. Donc quelque part, c'était un peu un album confinement, post-confinement, après-confinement. Ouais. Oui. Le premier morceau que j'ai écrit d'ailleurs, c'est très bien vu, c'est Okusa History, qui parle justement du fait de je ne sortirai pas, je ne mettrai pas mon masque et encore moins mon nez dehors. Ah Donc oui, c'est vrai que j'ai noté dans les paroles. Ouais, c'est la première que j'ai écrite et je l'ai écrite justement pendant le confinement. Donc ça a commencé là et ça s'est développé jusqu'à il y a quelques mois. Voilà. Alors sur cet album, il y a quelques collaborations musicales, notamment une avec l'un de tes fils. Ouais, avec des voyelles, ouais. Une collaboration avec une jeune femme également. Donc est-ce que tu peux nous en dire trois plus? même. Trois même, oui. Oui, alors. Trois. J'avais envie qu'il y ait des voix féminines en fait dans mon disque. Alors déjà parce que moi je me considère pas comme un chanteur. Pour en reparler, tout à l'heure je parlais des influences en français, je disais Brassens et Brel qui sont deux monstres, mais je suis extrêmement fan des espèces d'écorchés de la chanson ou du rock français, que ce soit Bachung, que ce soit Christophe, que ce soit Daniel Darc, Daniel Darc, Belin actuellement, Bertrand Belin. Ouais, donc c'est que des gens en fait qui sont des écorchés et puis surtout qui sont pas des chanteurs en fait, enfin qui sont pas des chanteurs au sens noble du terme, des gens qui fredonnent peut-être, qui fredonnent, qui articulent mal, oui, c'est ça, la notion d'articuler. D'ailleurs, je tenais à préciser, Chris Orsier articule très bien. C'est grâce à Belin, il me saoule tellement avec son côté chansonnier un peu à la Montand. Oui, il y a un côté un peu. Il faut un certain temps avant les premières fois que j'ai entendu Belin, j'aimais pas. Hein. Oui, et puis, ça fait bonbon presque. Ouais. Et puis je me suis laissé avoir par la poésie du truc. Et puis je me suis dit non mais c'est pas possible parce que quand même... Putain, quand j'ai commencé à lire les textes, je me suis fait putain, il écrit bien quoi. Et il a une écriture poétique qui est très travaillée. Oui, et qui est moins alambiqué que Bachung, qui d'ailleurs n'écrivait pas ses textes, qui les faisait écrire, mais qui allait bien dans ce sens-là. Donc du coup, pareil pour Christophe, qui n'écrivait pas ses textes. Ah mais tu m'apprends quelque chose parce que alors je savais pas du tout. Ah non, Bachung, si alors. Bachung, les seuls textes qu'il a écrits, soi-disant que ça vient de Gainsbourg, mais Gainsbourg était tellement bourré. En fait, ils sont croisés pour l'album Play Blessure, mon disque préféré de Bachung. Ils se rencontraient dans un bar dans le 18e là où vivait Bachung et où Gainsbourg corrigeait plus ou moins ses textes et a dit qu'il lui les avait donnés, donc il est crédité, mais apparemment ce serait plus Bachung qui les aurait écrits, quoi. Ce serait son seul véritable essai en fait. Et en tout cas c'est mon disque préféré, c'est le disque le plus personnel et le plus conceptuel en tout cas, et qui est un disque que j'adore. C'est un bon disque de Bachung. Ouais, Play Blessure, j'adore le disque Les Vertiges du Chaos de Christophe, son dernier disque qu'il a fait. Les Vestiges ou les Vestiges du Chaos, tout à fait. Qui est magnifique, qui est incroyable au niveau de la matière sonore que j'adore. Total, oui. Il y a quoi il y a Amour suprême de Daniel Darc, Soleil cherche futur de TFN dont on parlait l'autre fois tous les deux. Enfin, il y a plein de disques comme ça qui m'ont... Oui, pas Tambourvision, l'avant-dernier, Persona de Belin qui m'a éclaté. Mancet. Gérard Mancet. Gérard Mancet qui est un monstre sacré, quoi, qui a le cul entre deux chaises, entre le rock et la variété, et du coup on sait pas trop où le classer. C'est pour ça qu'il est à part. Il se classe pas lui-même d'ailleurs. Il se classe pas lui-même, il refuse, il a raison, quoi. Il n'y a rien de pire que de trouver un genre musical. À la limite, il faut en inventer, quoi. D'ailleurs, ça fait plaisir de parler de Gérard Mancet parce que je trouve qu'il est trop peu
mis en avant, alors que c'est vraiment un artiste. Aussi, t'as des chanteurs qui le citent, hein. T'as Mickey 3D qui arrête pas de le citer. C'est vrai, il y a Raphaël aussi. Raphaël aussi. Donc, t'as plein de chanteurs qui se revendiquent hein, de la lignée de Gérard Manset, quoi. Tout à fait, mais il me semble qu'on parlait des collaborations Ah et oui. on a digressé. On a digressé. Mais ceci dit, donc du coup, j'avais envie de. Oui, tout ça, c'est parce que je veux dire que je suis pas un vrai chanteur. Et que du coup, pour enrichir ma voix qui est particulière, un peu comme la voix de David Byrne des Talking Heads, qui est un peu bizarre. David Byrne. Non, David Byrne. Byrne ou Byrne, je n'ai jamais su le prononcer. Et donc, des Talking Heads. Et du coup, tu as beaucoup de cœur pour enrichir sa voix et qui fait que du coup, il y a une espèce d'équilibre qui s'instaure et qui fait que sa voix, elle passe tout de suite mieux en fait. Une voix particulière, quand tu rajoutes une autre voix, en général, ça a tendance à, on va dire, à planir en fait. À équilibrer peut-être. À équilibrer, ouais. Et à harmoniser. Et donc du coup, j'avais envie de travailler ça, travailler l'harmonie en fait, surtout pour ce disque, puisque l'harmonie, dans le cadre d'une convalescence et de l'éveil, on va dire, de soi, forcément, c'était important. Donc je me suis entouré de trois femmes, Maë, qui a une voix incroyable sur Toys. Toys, morceau fabuleux. Oui, avec le final, sa voix sifflet qui t'emporte comme dans Blade Runner de Ridley Scott. Tu pars. Il y a quelque chose dans ce morceau Toys, si je peux me permettre, il y a vraiment quelque chose d'évanescent que je trouve. Ouais, complètement déterré, que je recherche. Je suis un fan de science-fiction, donc et un fan de Blade Runner, de Vangelis, donc forcément. Vangelis. Tu vois, les influences, on parle beaucoup d'influences musicales, mais il n'y a pas que. Hein. Moi, je suis un fan de SF, que ce soit film ou bouquin, et ça ressort forcément. La dystopie, j'adore. Donc, j'aime bien, à travers moi, ce que je suis, ma critique, cette espèce d'autobiographie que je fais et qui, au final, parle à chacun, parce que le truc, la vie que je vis et les questions que je me pose, c'est des questions que tout le monde se pose. Donc un disque autobiographique, il parle pas tellement de soi en fait, parce qu'il parle d'un processus qui parle à tout le monde. Et c'est ça qui est important, quoi. Et je digresse. Et donc pour en revenir, et les deux autres, il y a eu Berthe de Berthe et le Barbu qui chante dans Les Jouets et qui fait les chœurs sur Tu ne seras jamais, et Aurélie Sivation qui joue dans La Cogneuse, qui chante sur Demain et qui fait elle aussi les chœurs de Tu ne seras jamais. Donc j'ai eu envie de m'entourer. Je voulais faire musique principalement moi. Il y a le Barbu de Berthe et le Barbu qui joue de la guitare sur le chant d'Utopie, qui fait les chœurs aussi dans le final. Et Gabriel. Et Gabriel, évidemment, qui chante sur Réminiscence, puisque dans Réminiscence, le couplet parle de retour à l'innocence. Quoi de mieux qu'une voix d'enfant pour évoquer ça, quoi. Ça me semblait normal. Et c'était son morceau préféré. Et lorsque je l'ai joué dans un concert, une espèce de mini-festival privé que j'ai fait à Verrières, Gabriel m'a trop fait rire parce que donc je jouais ce morceau, il était comme ça, et puis au bout d'un moment, après le premier refrain, il en a eu marre, il est monté sur scène parce qu'il y avait un deuxième micro, il a dit « Allez, tous ensemble !» et il a chanté le refrain avec moi. Et du coup, comme j'ai enregistré mon disque juste après, il me semblait logique, puisqu'il l'avait chanté en concert, qu'il le chante sur le disque. En fait, je voulais lui faire ce cadeau parce qu'il m'avait fait ce cadeau-là en concert et je voulais lui le rendre. La musique, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est recevoir, et du coup c'est donner, c'est un échange permanent, quoi. Tu as toutes ces influences et tu essayes de les rendre à ton tour. On t'a fait un cadeau, la musique t'a éveillé, t'a transporté, t'a aidé à dépasser ta condition, à supporter toutes les pires souffrances du monde, et ça t'amène quelque part, et forcément tu as envie de transmettre en retour tout le bien que ça t'a fait, en fait. Oui, totalement. La musique, c'est souvent d'ailleurs une sorte d'exutoire un peu aux difficultés, aux joies comme aux peines d'ailleurs. Mode de communication déjà, tu vois toutes les sociétés tribales communiquaient essentiellement par le biais de la musique. Hein.
Et ensuite, eh ben, oui, c'est vieux comme le monde, c'est la vieux comme le monde. musique. Hein. Comme disait Brassens, il disait au début était le rythme. Et c'est pour ça que Au début, toujours, et oui, il avait batteur ce au système début, de pompe d'ailleurs. et il passait son temps à taper un passe Florimont chez la Jeanne. Il tapait constamment du pied comme ça, à tel point qu'il y avait tout, il a réussi à creuser. Parce qu'il avait une vie monacale de fou concernant la musique et il tapait tellement qu'il avait creusé le plancher de sa chambre à force de taper comme ça et c'est, enfin Et j'adore. on rejoint l'idée que tu as démarré comme batteur aussi, Ouais. avec la rythmique. Oui, 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 et ben le rythme était important. Et du coup, comme en plus là, je retrouvais l'usage de mes hanches et du coup de mes jambes, c'était important pour moi enfin de passer à la batterie. Du coup, d'enregistrer correctement sur Ableton avec des micros, enregistrer d'abord la batterie, ensuite les basses. Et du coup, bah, quand tu fais basse-batterie, tu te rends compte que bah, quand tu composes toi tes guitares, t'es parti à la guitare sèche, à la guitare classique, ouais, ou folk, moi en l'occurrence folk, et bah du coup, tu as moins besoin d'en rajouter. Donc du coup, ça doit te demander de réorchestrer les morceaux. Et du coup, j'ai beaucoup moins enregistré, alors que je les ai composés, la plupart des morceaux en rythmique. Et ben là, je me retrouvais à dire, et ben non, en fait, ça va tout alourdir. Donc tu vas pas faire la rythmique, puisque tu as la base rythmique. Et donc là, tu vas explorer les guitares, tu vas mettre un petit peu d'ambiance, tu vas travailler la matière sonore, chose qui est, comme je disais, qui est importante chez moi. Quand tu es fan de Pink Floyd, forcément, bah, toutes ces guitares qui partent dans l'espace, et ben, ça te parle, donc tu essayes de reproduire ça et t'explores en fait. Tu as une idée un peu de son, Ouais, tu idéalises un son, ouais. et tu te dis j'aimerais coller à ce son, j'aimerais trouver comment matérialiser ce son, carrément, quelque part. Ouais, carrément. Et du coup, d'enregistrer un disque soi-même sur une période courte, ça te permet justement de faire une photographie en fait d'un moment précis, ce qui fait que tu vas te recentrer et du coup tu vas voir ton album du début à la fin et c'est ce qui va te permettre quand tu veux faire un album concept de pouvoir qu'il soit cohérent du début à la fin en fait, qu'il y ait une certaine suite logique. L'ordre était super L'ordre des important, morceaux. il fallait qu'il y ait une progression. J'adore le psychédélisme, donc forcément mon disque quand tu l'écoutes, c'est une espèce comme de une progression. trip, avec le passage à partir du Toys où ça commence à décoller, Ziot qui est à l'envers, à l'image de Rock Bottom et de toutes ces parties à l'envers. Pour les gens qui connaîtraient pas justement la référence Rock Bottom, parce que je parle aussi dans ces interviews, je parle aussi aux gens. Allez écouter, hein, c'est le meilleur disque de tous les temps. Et en ce moment en plus, il sort au cinéma en film d'animation, donc ne le ratez pas. Moi j'y vais dimanche. Je suis au taquet, j'ai hâte de voir ça. Je voulais noter justement cette inversion au centre de l'album. Parce que ça, c'est vraiment une particularité aussi de l'album. C'est qu'il y a une sorte de switch au milieu de l'album avec ce morceau Toys et puis le morceau qui est donc Toys inversé en fait. Ouais, exactement. Ça donne Ziot, puisque quand tu passes les bandes à l'envers, Toys, tous les passages où je dis Toys, normalement, ça se transforme en Ziot. Ils sont inversés et il y a un travail sur l'inversion. Et j'ai juste rajouté une partie de batterie par-dessus, qu'il n'y a pas sur Toys, histoire d'aller aussi, de rajouter une autre couleur et d'aller ailleurs, quoi. Mais j'ai voulu faire ça, c'était le point de bascule. Juste après, il y a le funambule, une espèce de long texte. Oui, alors, parce que je fais des morceaux qui sont assez longs. Ah, parce que faut le noter aussi, oui. Parce que, je suis un mec addict. Drogué à la musique. Drogué à la musique, à beaucoup de choses. Hein. J'ai un comportement assez addictif pour tout, en fait. Assez... pas extrémiste, mais éclectique peut-être. Mais quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, passionné quoi. Passionné, ouais. Et donc du coup, forcément, il faut que ça. Alors, et puis, si je devais définir ma musique, je dirais que c'est du rock nu. C'est-à-dire, c'est depuis des années, puis. Ça fait 33 ans que je fais de la musique et ça fait 25 ans que je fais la pratique de modèle vivant à côté et que je pratique ces deux activités d'une façon
régulière, passionnante et à fond. Et du coup, l'air de rien, ça influe l'un et l'autre, quoi. C'est-à-dire que quand je pose souvent avec de la musique. Et dans ma musique, je me mets à nu en fait. Et du coup, en discutant avec mon fils, mon Ah grand oui, Nathanaël, il y a 2 jours, il me dit, mais en fait, papa, tu fais du rock nu, parce que tu fais du rock, tu poses, et en même temps, dans ta musique, souvent, tu dis les choses telles que tu les vis, telles que tu les penses, et c'est de l'autobiographie, tu te mets à nu en fait. Donc, tu fais du rock nu en fait. J'ai trouvé l'idée bien. Et rock nu, au-delà de se mettre à nu, c'est-à-dire tu vas au-delà de tout, tu casses toutes les barrières, que ce soit en termes d'influence. Donc il y a une certaine recherche d'identité sonore, personnelle, etc. Mais aussi au niveau du format, c'est-à-dire que j'avais pas envie, en tout cas en plus pour ce disque, où les thèmes sont assez profonds, riches, et que je veux développer, je pouvais pas le faire en 3 minutes 30, quoi, vas-y, et format radio. Non, j'avais envie de prendre le temps de développer. et donc ça implique aussi que les morceaux évoluent dans leur création. C'est-à-dire, Oui, oui, ils oui, sont pas tels qu'ils ont été conçus à l'origine. Il y a une exactement. sorte de... D'exploration au niveau de l'enregistrement, ouais, tout à fait. Oui. Je me suis fait plaisir. J'avais la base et j'ai exploré en fait pour aller à fond dans ce registre-là, de rock progressif que j'adore en fait, quels que soient tous les courants que j'aime, c'est souvent, en tout cas, souvent même des musiques longues, même si j'adore le punk Et puis on tout aussi, retrouve hein, un peu le blues aussi, on retrouve ouais, des ouais, racines ouais, de blues, on retrouve ouais, j'aime bien. beaucoup d'influences mélangées, et toutes ces influences, ce melting pot, et ben ça crée Chris Orsier. Ouais. Ça crée la musique, le style, le timbre de voix, le grain de voix, c'est spécifique, que moi honnêtement c'est un grain de voix que j'ai jamais entendu, mais qui me rappelle des chanteurs, comme je te disais. Ouais, Il me rappelle un peu Tiefen, oui, il me bah oui. rappelle par moments un peu, peut-être, je pensais au VRP, je pensais à des groupes français punk Ouais, un sur peu. certains morceaux, tu prends des morceaux comme Les Jouets, il y a un peu il y a un peu de ça, peut-être sur Utopie aussi, sur la deuxième partie, qui est plus C'est-à-dire dedans. une manière décontractée, décomplexée, Ah ben, je suis complètement décomplexé, mais en puisque, même temps en fait, comme je ne sérieux me considère quelque part. pas comme chanteur, Oui, mais comme passionné, j'ai cette approche-là très perfectionniste en termes de musique et de matière sonore, de composition. Et par contre, je pêche au niveau de la voix parce que je ne suis pas chanteur et je me découvre chanteur et j'apprends à devenir chanteur au fur et à mesure. À tel point que là, les derniers mois, j'en ai profité parce que je commençais à me trouver un peu plus vocalement. J'ai pas hésité à réenregistrer certaines voix pour accéder à un peu plus de douceur, notamment sur la fin du disque, puisque le disque commence, puisque c'est le passage, comme je disais tout à l'heure, d'une maladie au retour à la santé. Forcément, tu passes de quelque chose de dur à quelque chose de plus doux. Donc au départ, dans mes voix, elles sont un peu plus limites. Souvent, je les cache avec un effet de delay. Je noie, donc c'est ambiant, et puis voilà. Et à la fin, plus tu avances dans le disque, plus tu as des voix de moins en moins avec de delay, et depuis jusqu'à la fin pour arriver à une voix sans effet, oui, donc quasiment jamais, très épuré. Il y a une progression sur ouais, la ouais, voix. ouais, ouais. Le Tu ne seras jamais, le morceau qui termine le disque, c'est la révélation, en fait, l'incarnation de ma vie, et c'est-à-dire le retour à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait ta nature profonde, tes choix et ta direction de vie, en fait. Et quelque part, c'est un petit peu comme si tu sortais d'un flou pour arriver vers une forme de netteté, quelque part. Ouais, quelque chose qui s'est imposé à moi à travers les événements de la vie, les aléas de la vie, et une introspection qui s'est faite tout le long de ma vie, en fait. Donc Et c'est c'est- un peu un autoportrait sonore, comme j'aime à Oui. dire de ma propre musique, mais Ouais, c'est ça. ça y fait penser également C'est ce côté... c'est l'harmonie imitative de ma vie. Alors, cette interview va toucher à sa fin, et j'ai une dernière petite question pour toi, Mhm. qui serait, si tu devais conseiller ou peut-être donner un peu ton avis à des personnes qui aimeraient se lancer dans la musique, qui osent pas, n'importe quel âge que vous Mhm. puissiez avoir d'ailleurs, hein, vous soyez jeune, plus âgé, que vous vous disiez ah j'aimerais trop mais j'ose pas, qu'est-ce que tu conseillerais, ou quelles seraient un peu tes idées, tes réflexions? N'ayez pas peur.
Il faut avoir un cadre, certes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en musique, il faut avoir des influences, comme on l'a dit tout au long de l'interview, et une certaine discipline, comme Brassens pouvait avoir, mais il ne faut pas hésiter à faire péter le cadre. C'est-à-dire que faites péter le cadre, allez au-delà de ce qui existe, inventez-vous, soyez vous-même, soyez connectés à vous-même, soyez attentifs au monde qui évolue, et n'hésitez pas à prendre part. Moi, depuis les attentats de Charlie Hebdo, j'ai carrément éteint ma télé parce que ça devenait dégueulasse et insupportable. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai rien à foutre. Ça veut dire que je me suis replié sur moi-même pour choisir ma façon de vivre qui allait être cohérente avec la personne que j'étais. Et putain, sauvez vos âmes. C'est maintenant ou jamais, vu le monde comme il évolue. Malheureusement, je suis désolé, je ne veux pas faire le... je veux pas faire le défaitiste, mais on va pas vers des choses forcément très belles, quoi. Donc il va falloir être de plus en plus dur et surtout de plus en plus soi-même. Donc soyez vous-même, parce que de toute façon, on est seul, on meurt seul, et il faut sauver nos âmes. Sauvez vos âmes et soyez le plus vous-même, le plus droit, le plus honnête. Et de toute façon, vous pourrez être que heureux, accompli et incarnons nos vies, quoi. Le monde est de plus en plus axé sur le fake, sur le paraître, sur l'artificiel, l'intelligence artificielle. Putain, vous avez des cerveaux, réveillez-vous, servez-vous-en, quoi. Merde, faut vous en servir, quoi, et n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur du regard. Oui, c'est ça. Le ridicule ne tue pas, sans ça je serais mort un bon millier de fois, quoi. Donc, faut surtout pas se cacher, surtout non, pas avoir ne vous honte. cachez pas, soyez vous-même, quelle que soit la personne que vous êtes, forcément, oui, il y a des parts d'ombre chez vous, mais que vous apprenez à dompter. Et puis surtout, il y a des parts de beauté, et soyez dans la beauté, quoi. Et puis vous ne plairez pas à tout le monde. Non, parce que et de on toute s'en façon, fout. c'est pas Et la on question. s'en fout, c'est Voilà. pas... Le but, c'est pas de plaire, d'avoir des likes, c'est d'être soi-même et d'être honnête et de Authentique. authentique et de se regarder dans la glace, parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains, quoi. Le partage, l'empathie et la conviction. Et si vous arrivez à avoir les deux, vous pourrez être que des artistes magnifiques. Et la création surtout. Ouais. La création avant tout, peu importe ce que vous faites, même si c'est foireux, même si c'est claqué au sol, même si c'est raté, même s'il y a des... Il y aura des ratés. Et allez-y. Au bout d'un moment, il y aura forcément des instants de magie. Et c'est ces instants de magie qui font la vérité d'un être. Donc allez-y. Et puis qui ne fait rien ne se trompe jamais. Ouais. Et les personnes qui font, qui avancent, qui cheminent, qui évoluent, et voilà. Se remettre en question, et ça peut que aboutir sur quelque chose de positif, de constructif et de beau. Et cultiver le beau. Le mot de la fin. Ouais, cultiver le beau. La beauté, c'est ça. On va la beauté et surtout la poésie, parce que je maintiens, c'est la poésie qui nous sauvera tous. Au quotidien, c'est la poésie qui nous sauvera. L'art et la poésie. Soyez des poètes, soyez des poètes. Allez-y, soyez des poètes. Foncez. Soyez créatifs. Amusez-vous et ayez de l'audace. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On dirait des slogans d'endoctrinement artistique. Merci Chris pour cette superbe interview. Merci à toi pour ce moment qui était chouette. Et voilà, bientôt le disque sort et pour aller écouter, jeter une oreille. Et c'est un très bon disque pour dormir ou fumer des joints. Et puis sous la description, il y aura bien sûr pas mal de liens vers tes vidéos. Ouais, alors j'ai une page YouTube aussi, oui. Alors que j'ai fait juste avant le confinement lors de ma première opération de la hanche où j'étais en arrêt pendant 3 mois, là aussi convalescence. Ma première convalescence, en fait, j'ai créé cette page YouTube où chaque semaine je m'imposais de faire une reprise pour apprendre à m'approprier le style de quelqu'un d'autre et puis surtout de refaire un morceau, de travailler les arrangements pour essayer de me trouver en fait et de trouver mon style musical, mon univers, de me trouver, et c'est tout ça qui m'a permis de me trouver en fait aujourd'hui.
Et, Donc on a un petit peu ton parcours ouais, il y a mon créatif parcours complètement. sur YouTube. Ah bah, sur YouTube, il y a tout mon parcours. Bah voilà. J'ai pas triché. Il y a des trucs, c'est franchement limite, même moi, j'arrive même pas à les regarder aujourd'hui, tellement que c'est long, c'est moins bien. Il y a des ratés, mais c'est ce qui fait Mais c'est ça. qu'aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Donc n'ayez Tout à pas fait. honte de ça. Ne le cachez pas. En dessin, ce qui est important, c'est le repenti. C'est-à-dire que vous vous plantez, vous dessinez, et ben vous retravaillez dessus. Vous gommez pas. Non, forcément. non, pas forcément, vous gommez pas, vous repassez dessus parce que les ratés, c'est ce qui fait la beauté de la vie en fait. Je veux dire, la tarte tatin, c'est une erreur. Il y a plein de choses comme ça dans la vie qui sont des erreurs et qui ont abouti à des choses cool. Donc allez-y, plantez-vous. Au moins, plantez-vous un bon coup. Et on Ouais. terminera là-dessus. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. encore. Et prenez soin de vous. Parce que ce qui arrive n'est pas drôle. Il va falloir qu'on soit fort. Soyez fort. Eh bien, beau message, gratitude. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.